Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Membre de l'Académie française et combattante des mots. D'ailleurs, le livre s'appelle La guerre des mots. On va parler de Trump, Poutine et de l'Europe dans quelques instants. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot de Boualem Sansal, cet écrivain donc, qui a été libéré des geôles algériennes Oui. et qui va rentrer en France. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette libération? Que c'est tant attendu, tant souhaité et heureux. C'est l'Allemagne qui a aidé, parce que les Français n'ont pas été si opérationnels que ça, en l'occurrence. Et nous, à l'Académie française, on a pensé à les lire. Et puis, je crois que c'est son avocat qui nous a dit qu'à l'époque, à ce moment-là, ça ne lui aurait pas fait de bien par rapport à l'Algérie. Oui. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Et donc, peut-être que maintenant, on va peut-être pouvoir le faire, je Donc ne sais pas. vous êtes favorable, s'il se présente, à élire Boualem Sansal à l'Académie française? Oui, mais enfin, vous savez, quand je suis une parmi les 40 moins quelques morts, donc une parmi ceux qui peuvent élire. Et oui, je suis très favorable parce que Oui. je pense que c'est un vrai écrivain. Voilà. Il a sa place, au-delà du symbole. Oui, parce que c'est un écrivain pour de bon. Et d'ailleurs, je crois qu'il a eu déjà un grand prix à l'Académie française. Et bon, c'est un... Son seul tort, à mes yeux, c'est de ne pas être une femme, parce que je pense qu'il serait temps qu'on en élise aussi. Oui. Là, on vient d'élire encore 2 hommes. Oui, mais c'est important de marquer ça et de dire, au fond, il faut défendre la liberté des écrivains partout et toujours. Évidemment, évidemment. Et nous, on est assez bien placés pour le faire, je trouve. Donc il faut. Oui, Barbara Cassin, je vais vous citer, c'est tout début de ce livre qui s'appelle La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe. Vous dites, j'ai eu besoin comme jamais d'écrire ce livre parce que, dites-vous, j'ai eu honte. Oui. Et à un moment donné, ce sentiment de honte vous a poussé à prendre la plume. Oui, mais c'est-à-dire que j'étais en Turquie, où il se passait quand même des choses, et il continue de se passer des choses assez graves. En même temps, on est dans un monde grave, entre la guerre en Ukraine, entre Gaza, etc. On est dans un monde dur. Et moi, je parlais très tranquillement, parce que c'est aussi ce qu'on m'avait demandé, d'Ulysse, c'est-à-dire de mon livre d'avant, c'est-à-dire de l'Odyssée et de la Méditerranée et de comment se construit un homme grec. Et je me suis dit quand même, mais enfin, j'étais devant des enfants, devant des adolescents, des collégiens, des universitaires, des étudiants. Et de Galatasaray, la grande université, le grand lycée où on parle français. Je leur ai dit, mais enfin, vous ne voulez pas que je vous parle de quelque chose de plus concret, du maintenant. De maintenant. Ouais. Et puis, justement, on a réfléchi. Et moi, ça m'a beaucoup interpellée. On a réfléchi que la vraie bonne manière de résister, et en tout cas celle qui était à ma portée, c'était de proposer de la culture, de défendre la culture, pour de bon. Oui, mais de résister à quoi? Parce qu'au fond, quand vous dites « j'ai eu honte », c'est parce que Trump j'ai triomphait. J'ai eu honte de ne pas résister plus directement à la manière dont Trump bousille la langue américaine, dont il parle en tant que président de la République d'une des plus grandes démocraties du monde. Démocratie, j'ai eu honte de ne pas attaquer plus directement sa manière de faire. C'était le moment où il avait interdit, ou du moins déconseillé fortement 150 mots, du genre, alors là j'ai la liste, c'est complètement fou. Il y avait même femme dedans, et puis alors là il est un peu revenu en arrière. Mais des mots comme, je sais pas, diversité, inclusion, dérèglement climatique, tous ces mots-là, si vous les utilisez pour une demande, dans un dossier, pour une demande de financement intellectuel, universitaire, eh bien vous n'êtes pas financé. Ils sont vivement déconseillés, ça veut dire que, clac, vous n'aurez rien. Oui, puis la vulgarité, parce que vous citez dans ce livre des phrases de Trump. Trump, I have the words, the best words, j'ai les mots, les meilleurs mots. Et ça, ces mots, c'est great, stupid. Oui. Oui, ça va. Vulgarité, vous citez les phrases. Vous avez un passage dans le bouquin d'ailleurs, Barbara plusieurs, Cassin. Non, mais là... Ce qui est quand même frappant, c'est quand même la première démocratie du monde. Absolument. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'au fond, on trouvait l'équivalent chez Poutine. Donc Trump interdit d'utiliser certains mots,
hein, ou souhaite qu'on ne les utilise pas, mais comme si vous les utilisez, vous n'êtes pas financé, c'est ça sa grande arme. Hein. Donc, bon, il les interdit. Et Poutine, lui-même, il interdit, par exemple, de parler de guerre en Ukraine. Non, oui, c'est une opération militaire spéciale. Oui. Attention, ça n'a rien à voir avec une guerre. Hein. Ça tue, tout ça, on envahit. Non, 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 c'est une opération militaire spéciale. Et bon, il avait quand même un opposant grandiose, Alexei Navalny, dont il n'a jamais prononcé le nom, sauf le jour de sa mort. Il a dit oui, oui. Il est mort, ça arrive. Bon, mais sinon, il disait cet individu, un kidam, voilà. Donc, ils savent aussi ne pas dire et interdire de dire. Si vous voulez, ça prouve l'importance qu'ils attachent au langage et à la langue. Puisqu'ils imaginent peut-être que si on ne dit pas quelque chose, peut-être cette chose disparaît. Quand on ne la parle pas, peut-être qu'elle disparaît. Oui. Vous dites, ils ne disent pas ce qu'ils disent. C'est une novlangue. Oui. C'est-à-dire que pour Trump, on voit bien... mais pour tous, j'ai retenu 3 phrases au début, 3 phrases de chacun. Regardez, l'Union européenne a été créée pour nous arnaquer. La Russie a en fait été dépouillée. Il faut les attraper par la chatte, dit Trump. Que ça te plaise ou non, ma jolie, il faudra supporter, dit Poutine de l'Ukraine. Les Mexicains sont des violeurs, les Ukrainiens sont des nazis. Bon, ils disent des choses terrifiantes quand on les entend, mais tout le long de leur discours, ils inventent une novlangue. Ils inventent une langue qui tord la vérité. Jamais la vérité n'est un souci. Jamais. Voilà. Oui, c'est ce qui fait qu'au fond, vous sentez que ces 2 hommes sont liés, quelque part. Ils se ressemblent. D'une certaine manière, ils se ressemblent aussi. Évidemment. Ils ne parlent pas de la même manière. Trump, il a un langage d'ado de 14 ans. Hein. Grammaire, syntaxe et sémantique, les mots qu'il utilise, très peu. Hein. Et on n'a jamais vu un lexique aussi pauvre. Poutine, c'est pas la même chose. Poutine, lui, c'est un très bon sociolinguiste. Il est beaucoup plus cultivé. Et il s'adresse directement à chacune des couches de sa population. Il peut tenir la langue de bois soviétique. Il peut tenir la langue du grand-père. Il fait des entretiens au coin du feu maintenant. Il ouvre son frigo. Et puis, il peut parler le mat. Ça m'a bluffé parce que je n'avais pas compris à quel point c'était important. Le mat, c'est l'argot des bas-fonds. C'est ce qu'on parlait au goulag. Hein. Parce qu'au goulag, il y avait à la fois les droits communs et puis les résistants. Et tout ça parlait mat avec les gardiens. Donc, mat, c'est un indice de « oui, moi j'en suis. Moi aussi, je connais la mafia. » Oui. Ce qui est fou, au fond, parce que ce qui est important, c'est le sous-titre de ce livre. Hein. Le titre, c'est La guerre des mots. Vous dites, Barbara Cassin, Trump, Poutine et l'Europe. Oui. Parce que, et là, vous nous dites, il y a encore une capacité, ce que vous dites, de résistance. Oui. Mais au fond, l'Europe est-elle au rendez-vous de ce défi ? Il serait temps qu'elle le soit, elle l'est un peu, il faudrait qu'elle le soit davantage. Mais on peut dire que ça nous préoccupe quand même beaucoup. Que ce soit Trump ou Poutine, on est très préoccupés. Et simplement, on ne sait pas trop, on est sidéré aussi. On est sidéré par Trump qui change d'avis comme de chemise et qui décrète des trucs absolument délirants et qui les tient en plus. Peut-être la chose qui nous sidère le plus à nous, braves démocrates, c'est que Trump comme Poutine font ce qu'ils disent. Ils ont écrit, ils disent, bon, l'Ukraine, ça n'existe pas, c'est la Grande Russie. L'ukrainien, d'ailleurs, n'est pas une langue. Bon. Et Poutine, agit en ayant finalement, dans ses discours, dit ce qu'il ferait. Et c'est terrifiant parce qu'il le fait. Oui. Et d'une certaine manière, on ne le croit pas. Et c'est dire aussi que l'Europe, c'est l'ennemi. Oui. Et vous dites, Barbara Cassin, au fond, qu'est-ce qu'une Europe désirable ? Parce qu'aussi, la question se pose. Une Europe désirable, je pense que c'est une Europe qui tient bon. Alors sur ce qu'on appelle ses valeurs, j'aime pas beaucoup ce mot-là parce que je sais pas trop ce que ça recouvre. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle existe comme culture
Et elle existe avec un S, c'est-à-dire que c'est très important qu'elle soit diverse. L'Europe, c'est quelque chose qui se cherche et qui se pratique, qui se performe, qui se fabrique. Ce n'est pas une essence qui existe déjà. Et il faut la faire. Et donc, le fait que, il y a la célèbre phrase « est européen celui qui a la nostalgie de l'Europe », la phrase de Kundera qui est reprise tout le temps. Et c'est très beau, parce que ça veut dire que, justement, l'Europe n'est pas une essence, qu'elle n'est pas déjà là, mais qu'il faut la fabriquer. Et qu'on est toujours, à la limite, en retard sur l'Europe qu'on a à faire. Et le combat de la langue, parce que, évidemment, la guerre des mots, vous citez Derrida, vous dites la langue n'appartient pas. Et au fond, et vous avez imaginé le parcours permanent à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, qui a été inauguré par le président de la République Emmanuel Macron. Et au fond, c'est ça aussi, l'idée que l'anglais, les langues sont ouvertes, et donc qu'une langue est aussi une arme. Une langue est une arme, et à condition de savoir qu'il y en a plus qu'une. C'est très important. Moi, plus d'une langue, c'est une phrase de Derrida aussi, comme une langue, ça n'appartient pas. Plus d'une langue, c'est la phrase que j'ai mise sur mon épée d'académicienne, qui est quand même bizarre, si vous voulez, puisque je rentrais à l'Académie française. Bon, plus d'une langue. Pour qu'il y ait une langue, il faut qu'il y en ait plusieurs. Pour qu'on sache que c'est une langue que l'on parle, il faut en connaître ou en flairer plusieurs. Et c'est très important. Oui. Vous dites c'est cela la puissance et l'impuissance de la culture, faire fond sur ce qui a de l'avenir quand tout disparaîtra. Si j'avais à définir la culture de l'Europe, je dirais peut-être tout simplement il y a des choses à entendre, il y a des livres à lire. Oui, oui, j'y crois. C'est ma définition de la culture. Elle est quand même extrêmement ouverte et extrêmement plurielle. Oui, des livres à lire. Des livres à lire. On ne lit pas assez. Non. On a oublié les livres. Oui, et des choses à entendre aussi. Je pense que lire ce qui a été écrit par les grands qui ont fait l'Europe, c'est-à-dire les romanciers, les théâtreux et les philosophes, les poètes, c'est fondamental. C'est à partir de là, en s'appuyant là-dessus, qu'on arrive à être nous-mêmes, pour autant que ça ait un sens d'être soi-même. Voilà, je crois que c'est ça. Et au fond, cette Europe multiculturelle, ouverte, laïque, c'est une Europe qui fait peur à Trump comme à Poutine. Et tant mieux si elle fait peur. Ça veut dire qu'il faut s'arc-bouter sur ce qui peut leur faire peur. Merci beaucoup, Barbara Cassin, de l'Académie française, alors qu'à Kigali, on parle de francophonie pour le Conseil ministériel de la francophonie ces prochains jours. Merci beaucoup. Le livre s'appelle « La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe », publié chez Flammarion. Et c'est un livre écrit comme ça, comme un livre de combat, et avec vraiment beaucoup de force, et c'est fascinant. Merci beaucoup, Barbara Cassin. Merci à vous.